Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui j'ai à cœur de vous parler de la solitude, de l'isolement, mais à l'intérieur du couple. Voilà, cette solitude, cet isolement qui vient faire souffrir un des membres du couple, peut-être les deux. Alors le couple, je dirais que c'est une réunion de deux personnes, de deux romans familiaux qui sont attirés l'un par l'autre pour partager des moments, peut-être des moments de vie, des besoins, de la construction, des valeurs communes. Il y a une attirance de ce fait pour partager, pour être avec. Il y a une dynamique, il y a dans ce cas-là un besoin de réciprocité, de s'apporter l'un à l'autre. Le couple est une dynamique, une danse de deux êtres avec, je vous dis, leur roman, leur bagage ensemble, et ils vont danser et créer ce mouvement de vie. Quelquefois, ce mouvement, il vient se freiner, il vient s'arrêter, ou du moins ralentir, et laisse deux personnes en solo, même à l'intérieur du couple. Ce solo, cette solitude non choisie, subie, peut créer de l'isolement. Elle peut pleinement donner l'impression d'un isolement, même en présence de l'autre. Parce que la satisfaction personnelle, l'harmonie émotionnelle et sexuelle, c'est délité. Il n'y est plus. Il n'y a plus de reconnaissance de faire ensemble quelque chose d'heureux, de joyeux, dans de la projection future. La solitude, elle peut naître de plusieurs facteurs. D'une communication insuffisante, des blessures personnelles non résolues et d'attentes très différentes et que l'on n'aura pas exprimées, je dirais peut-être en temps et en heure, mais il est toujours temps de le faire. Ressentir un vide émotionnel malgré la présence de l'autre est extrêmement souffrant. Il peut avoir des conséquences sur la santé mentale et physique. J'aimerais mettre le focus sur deux exigences qui peuvent être extrêmement délétères et amener à une rupture dans le couple ou de la solitude. Si on ne s'est pas encore séparé. La premier point, la première exigence, c'est attendre que l'autre change pour soi. Ce qui est extrêmement égocentrique. L'autre peut évoluer, mais il ne peut pas changer, il ne peut pas aller contre sa propre nature. Demander à l'autre de changer pour soi entraîne automatiquement une zone de conflit, une attente, du ressentiment. Cet espace qui est là va créer automatiquement, je dirais, une zone de guerre, de disharmonie. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des mécanismes de défense qui vont se mettre en place ou d'attaque. Les mécanismes de défense sont l'attaque, l'agressivité, la fuite, le déni, il ne se passe rien, je fais comme si j'avais rien entendu, rien vu, voilà. Ou bien du refoulement. Mais s'il y a un refoulement, attention, parce que lorsque l'on va ressentir une pression mentale, psychologique, et que l'on ne bouge pas, on ne fait rien, on se déconnecte de ses propres sensations, de se positionner, c'est le corps physique qui va nous interpeller par un mal-être particulier. Donc, l'exigence que l'autre change pour soi est extrêmement délétère et va créer automatiquement de la souffrance et de la frustration. Et met automatiquement une relation de domination. Si je veux que l'autre change pour moi, ça veut dire que je me mets en haut, je me mets vraiment au-dessus de l'autre et je veux vraiment que tu fasses des efforts pour que tu sois à ma hauteur.
Je veux ça, je veux ça, je veux ça, j'exige. Les guides nous disent attention, lorsqu'on est dans une relation de couple, on est là dans une dynamique, une danse à deux, de faire des choses ensemble. Le deuxième point délétère, qui peut être très présent aussi, quelquefois consciemment, c'est que le conjoint fasse un choix entre soi et d'autres personnes de sa famille ou un ami, ou par exemple dans un couple recomposé, que la personne soit, le conjoint soit privilégié par rapport aux enfants, faire un choix. Alors là, attention, c'est un choix cornélien entre la raison et l'amour. C'est dramatique et ça va entraîner automatiquement du conflit. Parce que aimer, c'est avec un grand A et ça va entraîner aussi des mensonges. Si la personne veut continuer à avoir un proche, un membre de sa famille ou un ami, parce que ça lui fait du bien, elle va être entraînée dans un mensonge pour pouvoir satisfaire ce besoin de complicité, je dirais. Donc le problème, le besoin d'honnêteté, de vérité dans le couple n'y est plus. Et on n'est pas sur un pied d'égalité dans tous les cas, avec ces exigences. Et ça peut entraîner pleinement un repli de chacun dans son espace, parce que l'attente du changement, en fait, ne s'est pas faite. Et en fait, on s'est mal pris. On n'est pas comme ça. L'importance pour faire avancer la relation de couple, le couple, va être l'importance, l'urgence de ramener une communication. Une communication qui ne soit plus délétère, une communication qui ne sera pas dans l'attente d'un « tu dois faire quelque chose ». Mais non, dans cette situation-là, où nous en sommes, toi et moi, voilà mes besoins, voilà mes peurs. Et toi, quels sont tes besoins, quelles sont tes peurs, pour qu'ensemble, quels sont tes projets, quels sont énoncer aussi nos projets, pour que dans la réciprocité, dans la dynamique, on puisse poser, je dirais un petit peu carte sur table, pour pouvoir observer ce qui est là. Et avancer ensemble. Et voir si ça correspond bien encore aux attentes réciproques de chacun. Parce que chacun est libre. Quelquefois, il y a des biens communs, des biens matériels qui restent juste dans la communion. Mais il y a une solitude qui est là. C'est si triste. Donc d'aller observer, de poser la communication, une communication non violente. On parlerait là de Marshall Rosenberg, qui est le pionnier de la communication non violente, qui prône l'importance dans une situation d'exprimer notre ressenti, nos besoins, de voir, voilà, on les transmet dans la réciprocité à l'autre, et de voir qu'ensemble, qu'est-ce qu'on choisit. Quelle est la voie du milieu, qui est la meilleure pour chacun, ensemble. L'importance de l'écoute. Donc cette communication, elle va être essentielle, d'aller explorer aussi nos émotions. Qu'est-ce que l'on ressent en soi? D'aller écouter ce que l'on ressent en soi. Comment réagit aussi notre corps dans la relation aussi à l'autre. Est-ce qu'il y a des zones de tension? Sur quoi notre corps nous interpelle? Où en sommes-nous de nos projets communs? Au début, il peut y avoir de nombreux projets qui peuvent être quelquefois des idéaux. Mais qu'est-ce que l'on a construit au fur et à mesure? Quelquefois, souvent, ce sont des étapes d'évolution du couple, dans sa dynamique. Mais est-ce qu'on s'est arrêté uniquement à une étape? Est-ce que cette étape, c'était d'être uniquement parent? Est-ce que c'était uniquement d'avoir une maison, d'avoir juste un bien matériel?
peut-être que c'est ça, mais et après? Si la parentalité est uniquement la réunion du couple, attention, c'est la solitude dans la communication du couple, dans son intimité, dans ce qu'elle a envie d'exprimer, ce que l'on a envie d'exprimer l'un avec l'autre, va s'effriter. Donc la parentalité, oui, mais pas que. On voit bien que en tant que parent, parce qu'il y a des enfants, c'est important aussi pour le couple de se retrouver, de prendre quelquefois des petits week-ends, de renourrir aussi ce besoin d'être ensemble, de partager, de faire des projets. Quel type d'aventure on a envie de vivre ensemble. Ça passe par de la communication automatiquement. Ça passe aussi par l'importance de voir si, dans d'autres histoires, il n'y a pas une souffrance qui reste encore très présente et qui nous bloque. D'en être conscient. Qu'est-ce que l'on a envie de rebâtir aussi, je vous ai parlé des projets, mais aussi voilà, au niveau de notre intimité. Est-ce qu'on a envie de faire des... Alors je vous ai dit, il y a des projets, mais il y a aussi des activités que l'on peut faire en fait à deux. Ça peut être aller marcher dans la nature, c'est aller voir des expositions, ça peut être aussi de faire partie peut-être d'associations qui nous donnent du sens, de partager des valeurs communes. L'importance de se relier aussi, je dirais, à du sacré, à qu'est-ce qui fait du sens à la vie. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde au sein du couple par rapport à cette relation à la vie? Quels sont les codes, les habitudes qui ont pu prendre tellement de place et déstructurer la communication, l'écoute des besoins individuels et de les échanger, d'avoir une écoute bienveillante et de ne pas avoir peur aussi d'énoncer nos peurs. Délicatement. Affronter les aléas, les épreuves de la vie, à deux, c'est plus facile. Lorsque la situation est devenue peut-être conflictuelle, souffrante, ou la communication peut-être quelquefois est inexistante, ou bien la situation est devenue totalement toxique. Il est nécessaire, urgent, de vraiment se poser les questions. Est-ce que je m'épanouis encore là, dans cette situation? Est-ce que je me projette dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, encore dans la même situation? Dans le coaching que je propose, c'est un coaching de bien-être, un coaching pour pouvoir pleinement se reconnecter à soi, d'aller écouter nos besoins, nos valeurs, d'aller écouter nos émotions, d'aller libérer tout ce qui est souffrant, d'aller travailler sur le roman familial. Qu'est-ce qui est précieux pour soi pour continuer à s'épanouir? Qu'est-ce que j'ai besoin encore de libérer? Comment je peux davantage mieux me comprendre pour avancer sur mon chemin de vie? Et de prendre les mesures nécessaires pour être heureux. Quelquefois, j'entends des histoires où les personnes en fait sont en couple. Il y a beaucoup de peur d'être seul. Et on peut être en effet tellement seul à deux que lorsque l'on vivrait une période de célibat. Il est nécessaire de se poser les bonnes questions. Il est nécessaire de faire le point avec l'autre. Il est nécessaire, si on n'arrive pas à utiliser tous ces outils-là, seul, de se faire accompagner par un thérapeute. Dans le coaching émotionnel, j'aborde différentes techniques psycho-émotionnelles, des outils pour travailler sur toutes ces facettes. Notre enfant intérieur, comment il s'est construit dans le roman familial, quelles sont les attentes, quelles sont les croyances quelquefois qui ont pu le bloquer, qu'est-ce qu'on ne s'est pas autorisé pleinement à être, d'aller libérer les émotions qui sont enfouies,
d'aller repositionner l'importance de bien lister, de bien comprendre les besoins besoins, nos valeurs, qu'est-ce qui fait sens dans notre vie, et de voir comment on a envie de se projeter en tant que parent, en tant que conjoint. Mais là, on parle du couple. Je reste à votre disposition si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez également avancer sur le deuil et le pardon. Dans le couple, il peut y avoir des deuils qui n'ont pas été faits ou qui n'ont pas encore, la plaie émotionnelle n'a pas encore cicatrisé. Ça peut être le deuil d'un parent, ça peut être le deuil d'un enfant, ça peut être le deuil aussi de rêves inassouvis. Et lorsque je parle du pardon, c'est aller accueillir en soi un espace pour se libérer. Pour ne pas rester avec des charges émotionnelles trop lourdes. Pour se redonner une propulsion, un dynamisme et choisir sa vie. Choisir comment on veut la vivre. Si vous vous sentez concerné par ce que j'ai déposé dans cette vidéo aujourd'hui et que vous avez envie de faire un pas vers vous-même, de sortir d'une situation qui est devenue stérile ou toxique, sclérosante, n'hésitez pas. Chacun a de la valeur, chacun a le droit et le devoir d'être heureux. Je vous mettrai dans la barre de recherche mon site internet où vous verrez mon approche, mes techniques, mes outils, les avis. Si ça résonne juste pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Je propose des accompagnements, l'accompagnement individuel, entre 5 et 10 séances, quelquefois un petit peu plus en fonction des objectifs de la personne, de son histoire. Elle s'est décidée ensemble pour reprendre une dynamique déjà en soi, dans la reconnexion à soi et dans la reconnexion à l'autre. L'isolement, c'est une coupure de connexion. Donc pour sortir de l'isolement, pour sortir de la solitude, il faut déjà se reconnecter en soi pour pouvoir se redynamiser dans la relation à l'autre et faire ses choix. Si vous souhaitez me contacter, vous pourrez me contacter donc par mon site internet ou via mon lien Linktree. Et en cliquant sur le lien Linktree, vous verrez mon numéro de téléphone et mon Gmail. N'hésitez pas. Je fais des séances en distanciel et en présentiel. Où que vous soyez, ça ne pose pas de souci. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours un positionnement, une posture à redynamiser pour sortir d'une situation. Il y a toujours des solutions. Croyez en vous, vous avez le pouvoir et le devoir d'être heureux. Choisissez. Choisissez-le, ne subissez plus. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir et merci de votre écoute.